Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je vais vous présenter les résultats de mon premier article dans le cadre de ma thèse. Article en cours de rédaction qui porte sur la vulnérabilité des forêts tropicales humides d'Afrique au changement climatique projeté. Et dans le cadre de ma thèse, ma thèse est supervisée par Adeline, Adaïs et Gilles Dobi. Alors, quelques éléments de contexte avant d'aller dans la matériel, méthode et les résultats. Et concernant le concept, je vous ai parlé de toute la littérature sur l'importance des forêts tropicales humides que vous connaissez déjà, pour aller tout de suite dans le vif du sujet qui est les changements climatiques. En fait, comme vous le savez bien, les forêts tropicales humides d'Afrique ou en général font face à diverses menaces anthropiques, dont les changements climatiques. Et en Afrique, les observations climatiques à long terme dans le site, au Gabon, dans le site de la Lopé, ont reporté une tendance générale au réchauffement qui est significatif et une diminution des précipitations. Et le réchauffement, ici, on parle à une vitesse de 0,25 degrés tous les 10 ans, ce qui est quand même important. Et la même tendance a été observée en RDC dans le site de Yangambi, où on voit aussi une augmentation de la température à une vitesse relativement un peu plus basse qu'au Gabon, mais la même tendance au moins est observée, et aussi pour les précipitations, une diminution des précipitations avec le temps. Et en RDC, non pas seulement ils ont confirmé cette tendance, ils ont aussi montré que avec le temps, la sécheresse saisonnière devenait de plus en plus intense et durait un peu plus longtemps. Et donc, ces changements climatiques sont susceptibles d'impacter le fonctionnement des écosystèmes forestiers et leur dynamique. Par exemple, en Amazonie, il est très bien connu que l'intensification de la sécheresse saisonnière conduit à une perte de la biomasse forestière due à l'augmentation de la mortalité induite par le stress hydrique causé par cette intensification de la sécheresse. Et donc, à long terme, Wannes Ibo a montré que à long terme, cette perte de la biomasse due à la mortalité conduisait à une augmentation des pertes de stock de carbone dans l'Amazonie. Cependant, ni la mortalité généralisée due au stress hydrique, ni les pertes de stock de carbone qui en résultent n'ont été reportées pour les forêts d'Afrique. Donc, on se pose la question on se demande donc si les espèces d'arbres et d'arbustes qui composent les forêts d'Afrique sont plus tolérants ou moins vulnérables à la sécheresse hydrique et au changement climatique en cours. Et d'où tout l'intérêt de notre premier article, qui est d'étudier la vulnérabilité climatique de ces forêts et de ces espèces au changement climatique. Alors, pour étudier cette vulnérabilité, nous avons ici adopté une méthode récemment développée par Gallagher et collaborateurs pour les écosystèmes forestiers de l'Australie. Donc, cette méthode considère la vulnérabilité au changement climatique comme une combinaison de deux facteurs. Un premier facteur intrinsèque au système vivant qui peut être une espèce ou un écosystème ou une communauté, donc la marge de sécurité. Et le deuxième qui dépend plus de l'environnement, qui est extrinsèque au système vivant, qui est l'exposition. Donc, on va définir ces concepts avant d'aller plus loin parce que tout notre exposé va tourner autour de ces concepts. Et donc, la marge de sécurité pour une espèce est définie comme étant, à un endroit donné, est définie comme étant le changement climatique, l'ampleur du changement climatique qu'une espèce peut tolérer à un endroit donné avant de dépasser sa limite de tolérance. Et l'exposition ici est définie comme étant l'ampleur du changement climatique à venir ou le changement climatique auquel sera exposée l'espèce dans l'avenir. Et donc,
le risque ici ou la vulnérabilité est une combinaison de ces deux facteurs. Donc, si ce que l'espèce peut tolérer, ici appelé les marges de sécurité, est moins que les changements à venir, on considère l'espèce comme étant à risque dans cette zone. Et si les changements à venir sont moins importants que ce que l'espèce peut tolérer, on considère l'espèce comme n'étant pas à risque dans la zone. Alors, nous avons élaboré 3 questions scientifiques tournant autour de ces 3 concepts. La première était d'évaluer ou de quantifier l'exposition au changement climatique dans les forêts tropicales d'Afrique. La deuxième question était de quantifier la marge de sécurité des espèces et des communautés forestières d'Afrique centrale, d'Afrique tropicale humide. Et enfin, d'évaluer le risque encouru par ces espèces et ces communautés dans l'avenir. Alors, pour répondre à ces 3 questions, nous avons utilisé 2 types de données. Premièrement, les données d'occurrence des espèces que nous avons extraites de la base des données RenBio, qui est l'une des plus grandes bases de données concernant la flore d'Afrique, qui comprend au moins 95%, 98% de la flore connue d'Afrique. Et nous nous sommes intéressés aux forêts tropicales humides, la bande verte que vous voyez ici, et nous avons sélectionné uniquement les occurrences d'arbres et d'arbustes. Et donc, notre zone d'étude a été subdivisée en communautés forestières qui sont des mailles de la grille des tailles variables au sein desquelles nous avons étudié ou évalué notre vulnérabilité. Ici, nous avons formé plus de 1009 communautés ayant chacune au moins 5 espèces. Et toute l'analyse incluait plus de 3500 espèces. Donc, quand j'ai dit au moins 5 espèces, c'est-à-dire les communautés qui avaient moins de 5 espèces n'ont pas été incluses dans l'analyse, ce qui nous a conduit à 1009 espèces, 9 communautés. Alors, le deuxième type de données que nous avons utilisées sont les données climatiques. Nous sommes focalisés principalement sur 3 variables. Les températures moyennes annuelles, les précipitations moyennes annuelles et le déficit hydrique. Et nous avons choisi d'étudier ces variables parce qu'elles sont connues pour influencer la distribution des espèces en Afrique et influencer le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, concernant les données climatiques, nous avons les données climatiques de référence qui sont une moyenne à long terme depuis les années 1960 à 1990. Et pour les données climatiques futures, nous avons des projections à l'horizon 2080 et nous avons utilisé 5 modèles climatiques régionaux par variable et nous avons étudié 2 scénarios climatiques, du changement climatique, le RCP 4.5 qui est le plus optimiste et le RCP 8.5 qui est le plus pessimiste. Alors, avant d'aller plus loin, je vais m'attarder un peu sur l'explication de la notion de tolérance, limite de tolérance climatique, parce que le calcul de nos paramètres de changement climatique dépend aussi de ce valeur, de cette notion, pardon. Et donc, on entend pour une espèce donnée, la limite de tolérance climatique n'est autre que la valeur extrême de chaque variable climatique que l'espèce peut tolérer dans son aire de répartition. Comment nous avons fait pour obtenir cette variable? Ici, nous prenons l'exemple du sapelli, et ça, c'est la distribution du sapelli en Afrique. Et donc, pour obtenir, par exemple, la limite de tolérance du sapelli concernant les températures, nous avons extrait les valeurs de température occupées par ces points d'occurrence et construit la courbe de réponse du sapelli en fonction de la température et déduit la valeur extrême comme étant le 95e percentile, c'est-à-dire nous n'avons pas pris les températures, la valeur exacte ici pour éviter les valeurs extrêmes.
Et nous avons fait la même chose pour les précipitations également. Par contre, pour les précipitations, la limite des tolérances serait la limite inférieure. Donc, nous avons pris le 5e percentile pour éviter les valeurs extrêmes ici. Et la même chose a été faite pour le déficit hydrique, qui est une mesure du niveau de l'intensité de la sécheresse que l'espèce peut tolérer. Donc, nous avons pris la limite maximale ici. Et cela a été fait pour toutes les 3500 espèces que nous avions dans notre étude. Alors, une fois que nous connaissons les limites de tolérance climatique de toutes les espèces, on peut maintenant calculer évaluer leur vulnérabilité à chaque point où on observe ces espèces-là. Alors, pour les raisons de simplicité, ici, je prends l'exemple toujours du sapelli et pour les précipitations, pour la température. Et la même procédure a été faite pour les précipitations et le déficit hydrique. Et donc, ici, ça, c'est la distribution du sapelli dans nos communautés que nous avons formées. Donc, si on fait un zoom ici, donc ça, c'est les positions qu'occupe le sapelli dans cette communauté. Et ici, nous avons représenté une valeur moyenne des conditions climatiques des pixels occupés par le sapelli dans la communauté, et que nous avons considéré comme étant les conditions climatiques des références du sapelli. Et donc, la marge de sécurité du sapelli dans cette communauté, c'est quoi? La répétition étant la mère des sciences, on va encore redéfinir pour que ça soit bien ancré. La marge de sécurité ici est définie comme étant l'ampleur du changement climatique que l'espèce peut tolérer à un endroit donné. Donc, autrement dit, le nombre de degrés que le sapelli peut tolérer dans cette communauté avant de dépasser sa limite de tolérance. Donc, ça a été calculé comme étant la différence entre sa limite de tolérance et les conditions climatiques moyennes des pixels occupés par le sapelli. Ce qui nous donne ici 4,2 degrés. Autrement dit, le sapelli peut tolérer une augmentation de, on va dire, jusqu'à 6 degrés, sans pourtant être à risque dans cette communauté fictive que nous avons créée. C'est une communauté fictive, ce n'est pas la réalité, c'est juste pour illustrer l'exemple. Et donc, l'exposition du sapelli dans cette communauté est calculée comme suit. Considérant que d'ici 2080, la température va augmenter dans cette communauté et elle va se trouver ici. La température moyenne va augmenter de 27,5 degrés. L'exposition du sapelli dans cette communauté, c'est la différence entre les conditions climatiques des références donc, actuelles et les conditions climatiques futures. Il nous donne cette valeur de 8,5. Autrement dit que dans cette communauté, le sapelli pourrait être exposé à une augmentation des températures égale à cette valeur. Maintenant, on en vient au risque. Le risque n'est autre que la différence entre ce que le sapelli peut tolérer à cet endroit et les changements projetés à cet endroit. Si les changements projetés à cet endroit sont inférieurs à ce qu'il peut tolérer à cet endroit, on considère que le sapelli n'est pas à risque dans la communauté. Par contre, si ce que le sapelli peut tolérer est inférieur au changement projeté, on suppose que le sapelli est vulnérable ou à risque dans cet endroit. C'est l'exemple que nous avons représenté ici. On peut bien voir que l'exposition est supérieure à la marge de sécurité. Et donc, le sapelli est à risque dans la communauté. Une fois qu'on l'a fait pour une espèce, on le refait, pardon, pour toutes les espèces incluses dans la communauté et on retient la valeur médiane comme étant la valeur de la communauté. Donc, pour la marge de sécurité de la communauté sera la valeur médiane de la marge de sécurité des espèces contenues dans cette communauté, pardon, et le risque aussi sera le risque médian des espèces contenues dans la communauté. Alors, qu'avons-nous trouvé? Concernant l'exposition au changement climatique, d'abord pour les températures. Donc, ces cartes montrent le changement de température d'ici 2080 en Afrique. On peut voir qu'il y a une tendance généralisée au réchauffement avec une moyenne de, on va dire, 2,4 degrés pour le scénario le plus pessimiste et optimiste, pardon, et le scénario le plus pessimiste, on a un réchauffement moyen de plus de 4 degrés.
Et les 5 modèles, nous avons aussi calculé l'incertitude liée à nos prédictions en calculant le quotient des variations entre les 5 modèles régionaux que nous avons considérés. Et on peut voir que l'incertitude est très faible ici pour les projections des températures. Donc, tous les modèles s'accordent pour dire que les températures vont certainement augmenter en Afrique. Et pour les précipitations, le code couleur ici, c'est en rouge, nous avons une diminution des précipitations et en bleu, nous avons une augmentation des précipitations, les zones où il y a une augmentation des précipitations. Et on peut voir qu'il n'y a pas une tendance unique, contrairement aux provisions des températures. Et en regardant l'incertitude, on peut bien voir que il y a une très grande incertitude liée aux projections des températures en Afrique. C'est-à-dire, tous les 5 modèles climatiques que nous avons utilisés pour les précipitations prédisent des choses un peu différentes. Donc, on ne sait pas si c'est vrai ou quel modèle prédit voilà, quelle serait la vraie valeur, parce que tous les 5 modèles prédisent des choses un peu contradictoires. Dans une même zone, vous pouvez avoir un modèle qui prédit l'augmentation et l'autre prédit la diminution des précipitations, d'où la grande incertitude. Pour le déficit hydrique, on peut voir une tendance généralisée à l'augmentation du déficit hydrique, mais avec plein d'incertitudes, puisque le déficit hydrique inclut voilà, les précipitations et les températures. Donc, une très grande incertitude aussi est liée aux projections de déficit hydrique en Afrique. Et donc, en raison de l'incertitude liée aux projections des températures de précipitations et du déficit hydrique, nous allons, dans la suite de l'exposé, nous focaliser uniquement sur les températures pour ce qui concerne la marge de sécurité et l'évaluation du risque. Alors, qu'avons-nous de sécurité par rapport aux températures? Donc, cette figure nous présente la marge de sécurité moyenne de toutes les espèces. Donc, les barres ici présentent les valeurs de cette marge de sécurité et la hauteur des barres indique le nombre d'espèces ayant cette valeur. Vous pouvez voir qu'il y a une très grande... c'est très variable entre les espèces et nous avons trouvé une valeur, une marge de sécurité médiane de 1,5 degrés Celsius, ce qui veut dire que environ 50% des espèces ont une marge de sécurité inférieure à cette valeur. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tolérer une augmentation des températures supérieure à 1,5 degrés Celsius, sinon ils seront en risque. Et on a aussi constaté que certaines espèces présentaient déjà une marge de sécurité inférieure à 0, c'est-à-dire qu'ils vivaient déjà dans les conditions des températures plus chaudes que leur limite de tolérance. Alors, nous nous sommes également posé la question de savoir qu'est-ce qui influençait la marge de sécurité des espèces. Alors, pour ce faire, nous avons fait l'hypothèse de la variation des conditions, environnementales. C'est-à-dire les espèces qui occupent, on va dire, qui connaissent les conditions environnementales, particulièrement les températures variables dans leur aire de distribution, ont une marge de sécurité plus grande que les espèces qui vivent dans un environnement beaucoup plus homogène du point de vue température. Et donc, pour tester cette hypothèse, nous avons fait ordonner nos espèces dans un espace multivarié composé par la niche climatique des espèces et l'étendue de l'aire de répartition des espèces. En fait, la niche climatique ici a été caractérisée en utilisant le minimum, le maximum, l'optimum et l'amplitude de chaque variable climatique. Donc, que vous voyez ici, min-mat pour minimum des températures, min-opt pour mat-opt pour l'optimum des températures. Et l'étendue de l'aire de répartition a été calculée comme étant la surface
l'air, pardon, la surface du polygone incluant toutes les occurrences de l'espèce. Et donc, notre ACP, pardon, a expliqué plus de 60% de la variabilité totale. Et le premier, ce qui est quand même important, et le premier axe de l'ACP distingue les espèces en deux grands groupes, en deux grandes catégories. Nous avons cette première catégorie avec les espèces caractérisées par des conditions climatiques plus sèches. Ce sont des espèces qu'on trouve dans les milieux plus secs et donc plus chauds, avec une grande amplitude des températures. Et de l'autre côté, nous avons des espèces, des zones beaucoup plus humides. Et le deuxième axe de l'ACP distingue les espèces en fonction de, ça ne se voit pas très bien ici, de la température maximale et optimale. En fait, ça traduit un gradient d'altitude avec les espèces de basse altitude ici et les espèces de haute altitude qui seraient plutôt ici, là. Et donc, voilà, on a la représentation de nos espèces en deux grands groupes que nous avons définis ici, là. Ici, vous avez les espèces des zones sèches et ici, nous avons des espèces des forêts plus humides. Et donc, nous avons étudié la relation de la marge de sécurité avec les deux premières composantes principales de l'ACP pour voir dans quel groupe se trouveraient les espèces ayant une marge de sécurité plus grande. Alors, je pense que j'ai beaucoup parlé, je vais essayer de vous faire participer un peu. D'après vous, où se trouveraient les espèces ayant une marge de sécurité plus large? Vous pouvez parler, hein? Celles qui se sont... Lorna? En fait, en bleu, c'est ta projeté ta valeur de la marge de sécurité, c'est ça? Ou c'est plus attiré par le cluster rouge? Oui. Ça augmente. Donc, ça augmente dans quel sens? Ça augmente. La marge de sécurité augmente avec comme ça? le cluster dry. Oui. OK. Donc, on va le voir. Justement, l'étude de la corrélation entre la marge de sécurité et les deux premières composantes principales ont montré que la marge de sécurité était corrélée de façon positive, mais modérément avec le premier axe, et de façon très faible et négative avec le deuxième axe. Donc, les espèces ayant une marge de sécurité plus grande se situent plutôt dans cette zone et sont drivées par la marge de sécurité est très, très, très corrélée avec l'amplitude des températures. Donc, les espèces, si on devait placer cette flèche ici, les espèces avec une grande marge de sécurité seraient dans cette zone. Pas dans les zones secs très chauds, ni dans les zones secs plus basses ici, mais justement au milieu. En fait, ce sont des espèces qui ont une très grande large distribution et ont la capacité d'aller des savanes très chaudes jusqu'aux zones de montagne où la température est un peu plus basse. On peut le voir ici. J'ai pris un exemple du Federbia albida, qui est une espèce d'arbre ou d'arbuste emblématique des savanes sèches du Sahel. Vous pouvez voir sa distribution. C'est la distribution dans notre base de données RELBio. Donc, on peut bien voir qu'elle est typique des savanes sèches, mais on la trouve aussi ici, dans les zones des montagnes, d'où elle a une marge de sécurité un peu plus grande que les autres. Et le contre-exemple ici, c'est, j'ai pensé au forestier, le lokoumé, qui est une espèce, on va dire, endémique ou inféodée aux forêts très humides du Gabon, et donc homogène du point de vue des conditions des températures, et d'où la marge de sécurité très faible. Ça veut dire qu'en moyenne, le lokoumé, pas le sapéli, l'okoumé ne peut pas tolérer une augmentation de température au-delà de cette valeur, sinon elle serait à risque. Alors, on en vient maintenant à l'évaluation du risque. Nous rappelons que le risque, c'est la différence entre l'exposition,
ici, je remets la carte de l'exposition et pour le scénario le plus optimiste, et notre marge de sécurité. Donc, la différence entre la marge de sécurité et l'exposition nous donne le risque. Et ici, c'est la valeur moyenne du réchauffement en Afrique. Et quand on regarde, on compare cette valeur moyenne à cette courbe à cet histogramme, on regarde que l'exposition moyenne se trouve ici, à 2,4 degrés se trouverait ici. Donc, plus de la moitié des espèces ne peuvent pas tolérer une marge de sécurité inférieure à cette augmentation moyenne des températures en Afrique. Plus précisément, 75% des espèces ne peuvent pas tolérer, sont potentiellement à risque avec le scénario RCP 4.5, qui est le scénario le plus optimiste. Et donc, vous pouvez imaginer ce qui se passe pour le scénario le plus pessimiste, qui est des 4 degrés. Donc, je vous épargne de ça. Et donc, pour ce qui est de l'évaluation du risque à l'échelle des communautés, vous voyez que le pattern est presque le même. Nous avons ici la majorité des communautés qui sont rouges, ça veut dire à risque, ou plus de 50% des espèces se trouvent menacées par l'augmentation des températures moyennes de 4 degrés, pardon, de 2 degrés, pardon. Et les zones en bleu où on a moins de 50% des espèces qui sont à risque. Alors, pour ceux qui connaissent bien la géographie du continent africain, peuvent voir qu'il y a un effet d'altitude. Les rares communautés où on a moins des espèces à risque sont situées sur les zones d'altitude ici. Ici, nous avons le mont Cameroun et ici, à l'ouest de la RDC, le rift est-africain. Alors, cela peut s'expliquer par deux raisons. La première étant géographique, les zones d'altitude sont des zones de basse température. Et la deuxième étant plus, on va dire, floristique, comme on l'a vu pour la figure du Félérbia, ces zones d'altitude contiennent également des espèces qui ont une très large distribution. Et donc, en arrivant dans les zones d'altitude, trouvent des conditions de température favorables encore pour leur survie. Et donc, c'est ce qui draine le pattern de risque ici. Nous ne voulons pas dire par là que les espèces des montagnes sont plus tolérants ou moins à risque que les espèces des savanes. C'est juste que ces zones-là abritent une bonne proportion des espèces qui ont une très large distribution, ce qui draine le pattern de risque. Alors, comme message qu'on peut retenir, c'est que notre première question de recherche était d'évaluer le risque, de quantifier l'exposition au changement climatique dans les forêts africaines. Nous avons trouvé que d'ici 2080, on aura une tendance généralisée à l'augmentation de la température et que pour les précipitations et le déficit hydrique, les projections ne prédisaient pas les mêmes choses et étaient associées à des grandes incertitudes. Pour ce qui est de la marge de sécurité, nous avons trouvé que la majorité des espèces des forêts tropicales humides d'Afrique ont une marge de sécurité faible, due au fait qu'ils vivent, la majorité, excepté celles qui ont une grande distribution, mais la majorité vivent dans un environnement où les conditions des températures sont presque homogènes. Et pour ce qui est du risque, nous avons trouvé que le risque était aussi très élevé, excepté pour certaines espèces qui peuvent aller dans les zones de montagne. Et nous avons aussi mis en lumière le fait que les zones de montagne peuvent constituer des refuges de biodiversité pour l'avenir, dans le sens où ils sont les seuls endroits où certaines espèces peuvent encore trouver des conditions de température vivables d'ici 2080. Alors, quelques observations à prendre en compte. C'est que notre évaluation du risque est purement climatique. Ça veut dire que nous n'avons pas pris en compte certains facteurs démographiques comme la déforestation, la dégradation forestière, les feux,
qui peuvent augmenter le risque des espèces. Et de l'autre côté aussi, nous avons travaillé sur la niche climatique observée des espèces, tout en sachant que la niche fondamentale des espèces peut être un peu plus large, et donc ce qui peut conduire à un risque moins grand. Et aussi, nous n'avons pas inclus dans notre évaluation du risque la capacité d'adaptation des espèces, qui est très difficile à calculer. Et tout en sachant que certaines espèces, dues à leur plasticité, peuvent tolérer des conditions climatiques variables, qui peuvent tolérer, voilà, des conditions climatiques variables. Ouais. Donc, voilà, c'était tout ce que j'avais prévu pour aujourd'hui, et je vous remercie.